Hello, mes penguins d'amour, et bienvenue sur le podcast qui vous embarque dans le monde tel que je le vois. Je suis Patrick, animateur de PadTanksCast, et aujourd'hui on va parler des gens qui trouvent que les panneaux défense d'entrée, ça rime avec une invitation. Pendant que la majorité cherche la meilleure terrasse pour faire bronzette, il y en a qui cherchent comment entrer sans se faire remarquer. Ils explorent des lieux abandonnés, oubliés, flippants, poussiéreux, bref, tout ce que TripAdvisor ne advisor pas. Pourquoi ils font ça? Qu'est-ce qu'ils cherchent? À quel moment exactement ils se disent bon bah là c'est peut-être une mauvaise idée hein. On en parle tout de suite. Bienvenue à l'épisode accès non autorisé de PadTanksCast qui va parler de l'Urbex à Paris et en Ile-de-France un petit peu. Et nous avons un urbexeur de compétition aujourd'hui avec nous qui s'appelle César. Bonjour César. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui on va parler un petit peu, on va expliquer aux personnes qui nous écoutent qu'est-ce que ça veut dire un urbex, comment on fait un urbex, qui sont ces urbexeurs-là, est-ce que vous faites partie d'une communauté ou pas, puis quelques exemples de lieux d'urbex et surtout expliquer aussi quelles sont les règles de l'urbex, n'est-ce pas? Alors commençons par l'urbex en quelques mots, qu'est-ce que c'est? Alors l'urbex, ça vient de Urban Exploration, exploration urbaine en français, et ça consiste à visiter des lieux abandonnés et à y prendre des photos. D'accord. Maintenant, c'est une pratique illégale. Faut savoir qu'en France, chaque terrain a un propriétaire, que ce soit l'État ou un privé. Et nous avons des... Bon, c'est illégal, donc c'est pas vraiment des règles, c'est plutôt des principes. Ouais. Mais nous ne devons pas casser, voler, dégrader, divulguer les localisations des lieux pour éviter que d'autres s'adonnent à des pratiques illégales. Parce qu'il faut savoir que si on repart avec un objet, c'est plus de l'urbex, c'est un cambriolage. Ah bah oui. Et surtout, respecter les lieux, quoi. Quand on arrive et qu'on trouve porte close, on va pas casser un carreau, forcer la porte. Ok, donc en fait, tant que tu peux avancer, tu avances. C'est bien ça. Après, on peut toujours escalader une clôture ou passer par une fenêtre déjà cassée. Ok. Mais de nous-mêmes, on ne doit pas forcer le passage, en tout cas. Ok, donc par exemple, s'il y a une porte, si la porte elle est pas fermée à clé, si tu l'ouvres avec un poignet, tu peux rentrer, ça c'est bon. C'est bien ça, c'est bon. Ok, donc en fait, tant qu'il n'y a pas de dégradation du matériel, on est encore conforme aux règles de l'urbex. C'est ça, mais on s'expose quand même à une violation de la propriété. Donc l'idée, c'est de repartir du lieu sans qu'il y ait une trace. Alors on a un dicton qui dit ne laisse derrière toi que des traces de pas. De pas. De pas, ouais. Ok. Est-ce que tous les urbexeurs respectent ces règles-là ou est-ce qu'on observe de temps en temps des débordements dans ce sens? Alors c'est ça, à partir du moment où tu déroges à nos principes, tu n'es plus un urbexeur. D'accord, ok, ouais. Donc c'est clair. Et bien sûr, il y a des dérives, beaucoup de dérives. Et j'en vois par exemple, malheureusement, l'urbex a eu un phénomène de mode. Il y a plein de youtubeurs qui sont lancés là-dedans et qui font du profit de leurs vidéos et qui ne s'occupent pas de masquer les indices. Quand on visite un lieu, on a juste le droit de donner la région et le pays, c'est tout, pas plus. Et quand on voit qu'ils parlent trop du lieu, qu'ils mettent des photos d'archives ou tu fais une recherche à RC, tu retrouves le lieu, malheureusement en quelques semaines, voire quelques jours, parfois le lieu est brûlé, pillé, saccagé, squatté. Voilà, il y a beaucoup de lieux comme ça qui ont disparu. Ah oui, d'accord. Ok. Et quand tu dis nos règles et il n'est plus considéré comme un urbexeur, c'est déjà qui sont ces gens-là qui ont défini ces règles et c'est quoi, qui est la communauté qui régit toutes ces règles-là et comment on peut savoir, on peut y avoir accès, etc. C'est flou, hein, c'est du bouche à oreille plutôt. Ça a commencé dans les années 2000-2010, les premières publications sur Internet. D'accord. Et voilà, et ça s'est propagé comme une étincelle. Ok. Et juste pour revenir aux dégradations, donc en fait, c'est souvent des influenceurs ou des youtubeurs ou des influenceurs qui font entre guillemets de l'urbex, mais au final, ils le font pas pour le plaisir de l'urbex, apparemment, d'après ce que tu dis. Alors, mais ça serait plus pour leurs followers et pour leur contenu. Il y en a qui ont fait ça, oui, comme Squeezie ou Amine. Et il y en a d'autres qui ont fait leur profession. Ah oui. Ouais. Comme deux youtubeurs que je ne citerai pas parce qu'ils ne respectent pas nos principes. D'accord, ok. Et ils sont passés, justement, ce qui est problématique, c'est que certains journalistes les prennent en référence et les mettent en avant, alors qu'ils ne mettent pas les backstage et ce qui se passe derrière, après leur passage. Quoi. Ok, comme toute autre chose qui se produit mal, en fait, c'est qu'à ce moment-là que ça fait du bad buzz. Si tout se passe très bien et que tout est dans les règles de l'art, généralement, les médias ne s'en occupent pas trop. Dans leurs vidéos, tu vois, ils respectent nos principes, mais... ils respectent pas totalement parce qu'ils en parlent trop, ils masquent pas les indices. Ah ok, donc les règles de base, ils sont quand même respectées. Ouais, ils vont pas non plus casser pour rentrer, mais en attendant, ils en disent trop. D'accord. Et donc sur quels médias? Généralement, c'est sur les médias de télé? Ça passe parfois au JT de 20h. Ah oui, ok. Ou sinon, YouTube. Donc de grande écoute parfois. Ouais. Okay. Ouais. Très bien. Alors, parlons un petit peu de ce que tu as pu expérimenter toi-même dans tes différentes expériences ou des aventures d'urbex. Déjà, en termes de lieux d'urbex à Paris et en Ile-de-France, est-ce qu'il y en a beaucoup ou pas? Et c'est situé à peu près où?
Alors, dans Paris, intramuros, il y a bien évidemment les anciennes carrières, les anciens ossuaires. Il y a la petite ceinture, retransformée en coulée verte. Et sinon, il y a divers locaux commerciaux ou autres, mais sans forcément visitables, quoi. D'accord. À Paris, le foncier est cher, donc c'est plutôt bien gardé. Oui, j'imagine. Donc c'est plutôt extramuros, en Île-de-France. En Île-de-France. Et c'est accessible avec les transports. Donc en fait, les Parisiens, les Franciliens, ils y ont accès facilement, ou bien c'est des endroits qui sont vraiment... Ça dépend des endroits, justement. Il y en a qui sont plus accessibles que d'autres. Et donc, le bouche à oreille se propage plus que d'autres, quoi. D'accord, ok. Et donc toi, en termes à titre personnel, donne-nous juste un exemple de type de lieu, pas forcément le lieu, mais le type de lieu que tu as le plus préféré visiter. Moi, ce que je préfère, c'est châteaux, manoirs et lieux industriels. Okay. Maintenant, j'ai visité des hôpitaux, des écoles, des entreprises où il y a juste des bureaux, donc c'est pas très intéressant. Après, des carrières où on extrait la pierre, transformée plus tard en champignonnière, ou parfois réquisitionnée par les Allemands pour diverses activités allant leur cause, discutable. Des maisons aussi, des villas, des lieux privés, quoi, ce genre de choses. Ok. Parmi toutes ces expériences d'Urbex, est-ce que tu as eu des expériences insolites que tu peux nous partager ? Déjà, parmi nos principes, ce que j'ai pas dit, c'est que le mieux, c'est de jamais y aller seul. On sait pas sur qui on peut tomber, sur quoi on peut tomber. On peut avoir un accident. Par exemple, un coup, j'ai emmené une amie et au moment où je lui ai dit oui, fais attention à où tu marches, à ce moment-là, j'ai traversé un plancher. Il y avait une rivière en dessous. C'est juste ma jambe qui a traversé et au fait, au retour, c'est l'autre jambe qui a traversé. J'étais pas tout seul, heureusement, et bon, ça s'est bien passé. Oui. Mais il y a aussi ce que j'appelle l'ange gardien. En fait, je préviens quelqu'un qui ne vient pas avec moi, une ou deux personnes, et je leur dis, par exemple, à 19h, je suis censé être sorti du lieu. Du coup, je vais là-bas avec ces personnes-là. Si à 19h, t'as pas de nouvelles de moi, c'est qu'il faut s'inquiéter. Okay. Et la personne sait exactement où je suis et je lui dis, préviens la police, c'est le plus simple, quoi. Ah oui, il faut pas que tu sois en retard sans t'en rendre compte. Parce c'est ça. Tu peux déclencher l'alerte. Quand c'est un urbex en surface, généralement, il y a du réseau. Oui. Mais les carrières, tu peux t'y perdre. Oui. Et pendant très longtemps. Et t'as pas de réseau. T'es livré à toi-même. Donc là-dessus. Ou si tu casses ta lampe, c'est tout con, mais. Et dans ce cas-là, si la police arrive pour te sauver, quelle serait la position de la police face à la situation ? Alors, déjà, une amende pour violation de propriété privée. Ensuite, ça dépend si le propriétaire décide de porter plainte contre moi ou non. Et sinon, je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Mais faut éviter de déranger les forces de l'ordre pour ma cause, quoi. Moi, je suis un petit con qui allait là où j'avais pas à aller. Et il y a d'autres urgences plus importantes que celle-ci. Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce que tu t'es déjà senti pendant ta visite en danger ? Vraiment ? C'est déjà arrivé que on tombe sur des militaires en entraînement ou sur la gardienne qui vous dit vous venez ici. Du coup, il y a quand même parfois des gardiennes. Bien sûr, parfois il y a des gardiens. Parfois c'est la surveillance électronique. Parfois c'est les voisins qui appellent, ce genre de choses. Ou le propriétaire aussi parfois. Tout n'est pas. C'est pas parce que c'est abandonné qu'il y a toujours un propriétaire et donc voilà, c'est sur la personnalité de quelqu'un. Okay. Comme si je me blesse, je sais pas comment on gère ça avec le propriétaire ou pas. Oui, parce que tu es dans sa propriété. Dans sa propriété. Il y avait un cas en France où il y a eu une intrusion dans une villa et la personne, elle est tombée dans la piscine, elle s'est fait mal dans la piscine privée de la villa. Et quand elle est sortie, cette personne, elle a porté plainte contre les propriétaires de la villa et les propriétaires sont maintenant en procédure judiciaire parce que justement l'accident s'est passé dans leur propriété à eux. Alors je connais pas cette histoire-là, mais je trouve ça, par ma expression, mais sacrément con et idiot de porter plainte contre les propriétaires. Quand tu fais de l'urbex, tu sais dans quoi tu t'embarques. Est-ce que c'était un mineur et que c'est pas encore porté plainte, ça je sais pas. Mais déjà t'as rien à faire chez les gens et en plus tu les mets en porte-à-faux, c'est ignoble en fait de faire ça. En parlant juste de mineurs, est-ce que tu as déjà rencontré des mineurs dans les lieux d'urbex ? Ça m'est arrivé, oui. Dans un abattoir abandonné en Île-de-France. On était 4 et on tombe sur, je crois qu'ils étaient 7 gosses. Ils avaient entre 8 et 14 ans pour le plus grand. Et ils faisaient n'importe quoi. Ils couraient partout. Ils sautaient au-dessus des trous alors que tu avais 5 mètres de vide et des blocs de béton au fond. Ils s'asseyaient au bord du vide. On leur a dit, nous on se sentait pas légitime, on n'avait pas leurs parents non plus, mais on leur disait oui, faites attention à vous les enfants, qu'est-ce que vous faites là, tout ça. Et là ils faisaient non, mais t'inquiète pas, ça fait 20 fois qu'on vient, on a l'habitude. Même pas 10 minutes plus tard, t'as le plus grand qui arrive et il nous dit, est-ce que vous pouvez le soigner ? Et là je regarde son pote qui avait 12 ans et en fait il avait le front ouvert et tu lui voyais son crâne. C'était bien ouvert. Mon Dieu. Et donc en fait, son pote avait déjà un bras dans le plâtre, il est tombé en avant et il a pas pu se rattraper. Il y avait une plaque en fer à l'endroit où son front a touché le sol. Et du coup, moi, je vois ça directement, j'appelle les pompiers. Ah oui. Et eux, les gamins, ils me disaient non, mais s'il vous plaît, dites qu'on n'était pas là, sinon on va se faire engueuler, dites qu'il est tombé dehors. Je vais pas me mettre en porte-à-faux pour toi, en fait. Déjà, jette ton pote, bref. Oui. Ensuite, on ramène ces enfants à l'extérieur du site pour que les pompiers puissent se prendre en charge plus rapidement.
À ce moment-là, ils appellent les parents de ce gamin. Et la mère, elle voyait pas la situation. Elle entendait juste ce qu'il disait, mais elle disait comment ça, de quoi ils se mêlent les gens. Non, t'attends pas les pompiers, tu viens me voir au boulot. Sauf que pour aller à son boulot, fallait traverser un champ. Je me suis dit, mais le gamin il va faire un malaise dans le champ, il va mourir là, tout seul. Du coup, on leur met la pression en disant non, vous restez avec nous, il est hors de question que tu partes. C'est les gendarmes qui sont venus en premier, les pompiers sont venus après. Bon, ils ont posé quelques questions, du genre qui c'est qui a appelé, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça. Celui qui avait 14 ans, il était en pleurs et il se sentait responsable, le pauvre. Et on le rassure, on disait t'inquiète pas, les pompiers vont soigner ton pote, il est juste ouvert, mais c'est pas grave. Et il y a la mère qui est arrivée, très énervée. Elle a dit il est où mon gamin que j'explose son crâne? Là, je lui ai dit. Il est un petit peu déjà explosé. Ouais, elle l'avait pas vu, il était déjà avec le elle pied. l'avait pas encore vu. Mais on a essayé de dire rassurez-vous, c'est déjà fait. Moi, je lui ai dit vous allez peut-être attendre un peu pour le frapper, madame. Putain. Et en fait, cette dame avait une perfusion et elle disait non, mais moi, je vais à l'hosto tous les jours pour mon cancer. J'y vais 6 fois par jour. J'avais pas envie d'y aller un jour de plus pour lui. Et après, elle craquait. Elle disait j'ai dit 20 fois de pas aller là-bas, tout ça. On comprend, mais bon, c'est des gosses. Que veux-tu ? Oui. Ce qui compte, c'est qu'il a été pris en charge et voilà quoi. Après, une fois que les parents étaient là, les gendarmes nous ont dit vous pouvez y aller, on a vos coordonnées. Ils m'ont jamais rappelé, donc c'est que ça s'est bien fini. Ok. Bon, ok. Donc ça, c'est par rapport aux mineurs. Ouais. C'est quand même hyper dangereux. Je trouve que. Bien sûr. Je sais pas si les parents, parfois, on se demande si vraiment ils prennent soin de leurs enfants. Mais du coup, est-ce que tu as eu d'autres, expériences insolites ? Pour enchérir là-dessus, tu vois, outre les accidents, tu peux faire une mauvaise rencontre. Tu peux respirer des produits chimiques, des matières cancérigènes, tomber sur un chien errant, par exemple. Sur un sanglier qui couvre une laque qui... Et dans ce cas-là, est-ce que quand tu pars, en fait, est-ce que tu prends avec toi des outils qui te permettent de te protéger, alors que je ne connais pas quel type d'outil? J'ai mes lampes qui ont un brise-vitre, mais je ne l'ai pas acheté pour l'urbex, bien évidemment. Je l'ai acheté parce que c'est une lampe efficace. Mais non, pas spécialement. Non, j'y vais en journée. En termes de vêtements, par exemple, des trucs qui permettent de... Je sais pas... le mieux, c'est d'être couvert entièrement et surtout de prendre des vêtements auxquels tu ne tiens pas. Tu risques de les abîmer, de les salir, de les déchirer, ce genre de choses. En effet. D'autres expériences insolites? Écoute, un coup, nous étions 2, on visitait une usine abandonnée et on entend un peu de bruit. Ah. Et du coup, tu vois, on se tait, on marche doucement. C'est-à-dire qu'il y a une présence déjà. C'est ça, ça pète le vent, mais voilà, c'était du bruit répété. Okay. Puis là, je regarde un angle comme ça et je vois en fait, c'était un couple. Et elle était assise sur un rebord et son copain l'attrapait aux jambes quoi. Et j'ai vu ça, j'ai dit bon on va s'en aller. Du coup on est parti, on n'est pas spécialement resté discret. Le but c'était de les laisser tranquilles quoi, de pas les déranger. Et je pense qu'en fait les parents devaient être à la maison ou je ne sais quoi et que du coup ils allaient dans l'usine à côté pour s'adonner à leurs activités. Un autre coup, là j'étais mineur. J'avais 15 ans, mes potes on avait 12 et 13. Donc tu vois, au final ça aurait pu être moi avec ceux qui se sont vers la tête, mais voilà. Et en fait on était dans un entrepôt de vêtements abandonnés en Seine-Saint-Denis. Au moment où on arrive à l'étage, il n'y avait plus de mur, c'était dangereux littéralement, t'avais vu sur l'extérieur. Et on voit un homme dans les buissons. Et en nous voyant, il se relève. Il était seul. Je me suis dit, il doit être en train de chier, c'est tout, on le laisse tranquille. Puis bref, on continue de visite, mais bon, curieux comme on est. Mes potes, ils voient un trou dans le mur et ils commencent à regarder. Ils me font César, il fait quoi? Je regarde et je vois le mec qui est accroupi et qui fait des va-et-vient avec sa main. Du coup, je te laisse deviner. Et donc le mot qui commence par un B. Ouais, voilà, cette activité. Et à la fin, il a jeté un mouchoir et il s'est fumé une cigarette en partant dans les buissons. Du coup, nous, on finit notre surbex. Mais il vous a remarqué? Il nous a remarqué quand il s'est relevé, pas quand il s'est rassis, accroupi. Non, il nous avait pas remarqué. On continue notre surbex. Et en fait, en partant, on passe devant une caravane au loin. Il y avait une porte ouverte et je vois, il y a ce monsieur. Bref, il enlève son pantalon, il était en caleçon. Moi, je calcule pas plus que ça. Et après, les potes, ils font César, il a enlevé son caleçon, J'ai dit oui, écoutez, on s'en va, c'est bon. Mais voilà, on peut avoir des rencontres impromptues outre les voisins ou les forces de l'ordre. Ou sinon, on rencontre parfois d'autres urbexeurs avec qui on discute et on fait des connaissances. Du bouche à oreille. Ou parfois aussi, on peut rencontrer, c'est assez rare, mais en fait, des gens qui ont travaillé, vécu ou étudié dans ce lieu et qui viennent le revisiter. C'est pas forcément des urbexeurs, c'est juste soit des locaux, soit des gens qui font partie du passé de ce lieu. Quand il était encore en opération. Exactement. Et qui viennent revoir leurs souvenirs, fouiller le passé, quoi. Donc ça, c'était par rapport à tes expériences passées, mais du coup, qu'est-ce que tu comptes faire là dans les prochains jours, semaines, mois, je sais pas, c'est quoi tes prochains plans? Actuellement, faut savoir qu'en France, malheureusement, les lieux sont pas très respectés par le grand public. Ils sont souvent pillés, brûlés, saccagés. Au Japon, c'est pas du tout le cas. C'est très bien conservé.
Les gens sont respectueux, donc j'aimerais aller là-bas. Ça, c'est d'ordre général, en fait, quand on compare un petit peu le Japon avec le reste du monde, forcément, on va voir des différences. Sinon, parmi les grands points, j'aurais bien aimé aller à Tchernobyl. Ah oui. Le contexte actuel fait que c'est pas le moment, mais c'est un de mes rêves, ouais. Ok. Est-ce que toi, en tant que personne, ou en tant que, enfin, je sais pas, les urbexers en général, est-ce qu'ils ont un objectif, genre, il faut absolument qu'on fasse ça, ou qu'on fasse ci, ou je sais pas, un certain nombre de visites, ou genre, je sais pas, des objectifs? Chacun a son idée. Il y en a, ils aiment bien se donner des frissons. Moi, j'aime bien voir la nature qui reprend ses droits, en fait. Quand je trouve une usine, par exemple, où il manque quelques tuiles, l'eau s'infiltre, et assez rapidement, tu as des plantes qui poussent à l'intérieur. Ah oui. Ça, c'est magnifique. Il y a une odeur particulière et une ambiance particulière. Après, ce que j'aime bien aussi, c'est retrouver des photos d'archives du lieu et reprendre exactement la même photo de ce que c'est 10 ans, 20 ans, 30 ans après. Ah bah oui. Et aussi retrouver des anecdotes sur le lieu. Ouais. Des personnages qui sont passés, d'ailleurs, des choses qui sont passées. En parlant de ça, quand tu visites par exemple un lieu qui a été peut-être une habitation, etc., est-ce qu'il y a encore des affaires personnelles des gens qui habitaient là, je sais pas, des photos de souvenirs ou... Ça arrive, oui. Parfois, tu as des photos du lieu même. C'est assez particulier en fait. Donc il y a des lieux qui ont été vraiment ils sont à l'abandon, sans que les anciens propriétaires récupèrent leurs affaires. Parfois c'est particulier, c'est comme s'ils étaient partis du jour au lendemain et qu'ils avaient tout laissé. Ah ouais. Mais il faut savoir que tu as aussi des urbexers qui viennent et qui modifient le lieu pour leurs photos. Ah bah oui. Tu peux arriver dans un lieu qui est complètement... du coup, qui ne sont pas des urbexers. Sauf s'ils remettent les affaires à leur place après. Comme je t'ai dit, c'est pas normé l'urbex, donc on a des principes, mais tu peux très bien rendre un lieu propre en le rangeant sans voler quoi que ce soit. Moi, ça m'arrive de modifier les lieux pour faire ma photo, mais après je remets tous les objets où je les ai trouvés. T'en as d'autres, ils laissent, tu vois, tu peux arriver dans un lieu complètement, par exemple, les gens qui ont le syndrome de Diogène, ça arrive que quand les personnes meurent, les héritiers, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent dans un lieu comme ça? Et t'en as, ils réorganisent le jeu pour que ce soit photogénique. Et moi j'arrive après, je trouve un lieu plutôt propre, mais je sais pas comment c'était avant, tu vois. Et moi, je passe une visite agréable, alors t'en as qui ont peut-être passé la journée à le ranger pour faire juste leurs photos, quoi. Ouais, je vois. T'en as deux, j'avais vu, elle s'appelle Zeibe Urbex, enfin Zei Urbex, sa chaîne YouTube, elle fait des vidéos intéressantes. Et elle, son concept, c'est que le lieu, il se dégrade, et elle est juste témoin de ça. C'est tout. Moi, tu vois, par exemple, si j'arrive, je vois toutes les fenêtres ouvertes, il y a les vélos ouverts, il y a la pluie qui rentre dans le lieu, ça m'arrive de les refermer pour préserver le lieu. Du coup, je modifie le lieu, mais pour la bonne cause. C'est ça, voilà. Je suis pas sûr que le propriétaire m'en voudra avoir préservé son lieu. Ah bah là non. De toute façon, s'il est encore là, le propriétaire, parce que si son lieu est complètement à l'abandon, c'est qu'il ne visite pas son lieu peut-être fréquemment. Ça peut être des conflits d'héritage, des conflits familiaux, ou alors sinon des héritiers inconnus. Il y a une infinité en fait de raisons pour qu'un lieu soit abandonné. D'accord. Puisqu'une image vaut 10 000 mots, alors César m'a emmené à un endroit, on le regarde tout de suite en duplex. Donc là, on est dans le jardin de la localisation où César nous a amenés. Et là, apparemment, on est sur le bassin. Octogonal, on voit le bassin là, l'ex-bassin. C'était un octogone. C'est ce que tu appelais le jacuzzi. Donc en fait, ils avaient un jacuzzi à l'époque, les mecs. C'était luxueux, hein. Enfin, c'était quelqu'un de très riche. Ouais. Et là, t'avais une piscine. Ah ouais. Ici, là. Ah ouais, on voit la Seine. Et là, c'est l'escalier. Ça a été construit en 1932, hein, ça a bientôt 100 ans. Donc là, c'était une des allées principales qui va nous mener à l'endroit où on va, là, à la maison. Alors là, nous sommes sous le pont de l'autoroute, qui est ce qui pourrait s'apparenter à une galerie d'art clandestine. Parce que comme tu vois, des artistes, des street artistes viennent ici peindre toutes les semaines. Donc les peintures changent régulièrement. Et donc je t'invite à déambuler autour des poteaux pour découvrir ces œuvres street art. Ah oui, on sent les voitures qui passent. Ah ouais, putain. Ah ouais, c'est beau. Ouais. Et celui-là, tu vois, on dirait un chihuahua qui tient en laisse un pitbull. Ah bah là, il y a des deux côtés, non, du coup, je vois. Oui, il y a des deux côtés de chaque poteau. Ah ouais, et même tu vois, derrière, ça change vraiment régulièrement. Tu peux passer tous les mois, voire chaque semaine. Tu en verras un différent à chaque fois. Et donc en fait, tu vois, quand ils viennent, ils passent ce qu'on appelle de la sous-couche. Là, c'est la peinture bleue, là, c'est la peinture beige, pour avoir une surface propre et ensuite faire leur œuvre. Il était une fois une vache qui se prenait pour une noix. Et tu vois, il y en a qui font la fresque, une belle œuvre. Et tu en as d'autres qui viennent écrire des insanités dessus. Voilà. Dommage. Bon, sur le chemin, on a trouvé le Free Lebanon, qui est juste là. On a trouvé un croquis là sur le sol. Ouais, peut-être celui d'un ancien dessin. Où une femme avec des cornes et son visage représente la terre. Happy birthday, Rebecca, assure de... Regarde, celui-là, on dirait que c'est elle. Hein. On l'a trouvé. Oui. Et là, du coup, c'est une autre inspiration, mais je pense que c'était celui-là à la base. Ouais, là. Ils ont fait une vache finalement. Mais... Peut-être, en effet, on voit une petite ressemblance. Mais qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais, César? Eh ben là, j'ai posé le croquis en face de l'œuvre finie.
histoire que les gens qui viennent après nous aient la même expérience que nous. Puis peut-être que demain il sera plus, peut-être dans 3 semaines il sera encore. Ça dépend du temps et des prochains visiteurs. D'accord. C'est la première fois que ça m'arrive de trouver justement un dessin qui représente une œuvre encore visible, parce que l'œuvre aurait déjà pu être recouverte. Et voilà. Bon, on y est. Hein. César ne m'avait pas prévenu, mais nous sommes voilà. arrivés. Incroyable. Cette ville-là est abandonnée depuis la Seconde Guerre mondiale, plus ou moins. Ok. Donc dis-moi, comment ça se passe là? On est du coup face à un endroit qui est abandonné. Qu'est-ce qu'on fait en urbex? Eh on va rentrer, on va visiter. Et du coup, tu m'avais dit que là, s'il y avait des portes non accessibles, oui, si c'était complètement fermé, on ne pourrait pas rentrer. Comme tu vois, c'est ouvert à tout vent. Donc là, voilà. Là, on peut rentrer en tout cas. On n'enfreint pas les règles de l'urbex, qui est de ne pas de ne pas casser la porte, pas casser la fenêtre. Il n'y a même pas de mur, tu vois, il n'y a plus rien. Ok, allez, on y va. Hyper tagué partout en fait. Oui, comme tu vois, il y a beaucoup de passages, oui. C'est très connu en Ile-de-France. Et qu'est-ce qu'on fait s'il y a quelqu'un? On dit bonjour et on fait un geste de courtoisie. On n'est pas des sauvages. Nous, on n'est pas des sauvages, mais qu'est-ce que tu fais si tu croises quelqu'un de sauvage? De dangereux? Ouais, dangereux. On va pas engager le combat, on va partir. Ouais. Ça t'est jamais arrivé? Mauvaise rencontre. Si, un mec qui venait faire des graffitis et qui m'a pris pour un flic alors que j'avais 16 ans. Donc bon. Mais non, on a calmé le jeu. On a dit qu'on était juste là pour faire des photos, qu'on a l'habitude de venir. Puis après, il est parti et on a continué notre exploration. Il y a dans le tag, là, il y a marqué ramasse tes ordures, c'est marrant. Oui, ça, c'est quand il y en a qui font des rave parties. Les toughers, ils nettoient après leur passage. Bon, je me suis dit un petit selfie comme ça avec César, comme ça on nous voit tous les deux, parce que depuis le temps que je filme tout seul. Tiens, je t'ai ramené des lampes. Ah bah oui, il faut les lampes. Donc là, t'as le zoom. On va aller dans la cave là. Là, t'as le zoom, si tu veux éclairer au loin, mais voir bien ce que... Ça faire un focus sur ta lampe en fait. D'accord. Voilà. Tiens, puis t'as le bouton. Voilà. Tiens, oui. Ah, ça fait des blocs. Allez, c'est parti. Alors, je regarde César devant moi. Je garde César devant moi. Okay. Donc tu vois, il y a eu beaucoup de passages, hein, et ça s'effondre. C'est le béton qui s'effrite. Ah oui. Tu vois toutes les particules aussi. Mais la villa ne va pas s'effriter sur nous? Un jour. Non mais... Peut-être aujourd'hui. Il est très rassurant ce César. Et tu vois, il y en a, ils font des feux, et t'as la trace du coup dessus. Là, ça mène au rez-de-chaussée. En haut, là-bas? Juste là. Ah, là? Là. Ouais, comme je t'ai dit, il y a un risque de chute. Oh, mais si on meurt ici, qui c'est qui va... Personne ne sait qu'on est là en plus. Eh ouais, mais il y a du passage, donc on nous retrouvera plus tard. Mais un jour? On nous retrouvera un jour? Un jour, une semaine, pas plus. Ok. Là, je pense que c'était la cave à vin. Parce que regarde là-bas, pour ranger les bouteilles, tu vois. Ouais. Et juste là-bas, là, tu avais l'escalier qui menait à la cuisine. Tu vois, là, juste là en face. Il est recouvert de déchets. Ah, d'accord. Donc en fait, il n'y a aucun moyen d'aller proprement au premier étage à part d'escalader. Non, on va passer par l'arrière. Ah, ok. Bon, ça c'était la cave. Et là, on va aller où? Regarde, tu vois, c'est fait en béton armé. Et par exemple, ça, c'était un poteau pour soutenir la terrasse. Ça, c'en a un autre, mais bon, tu vois, qui est plus efficace, il est complètement cassé en deux. Ah, oui, là. Et malgré tout, la terrasse tient toujours. La terrasse qui est juste là. Donc il y a vraiment un risque d'effondrement. Et le jour où ça va s'effondrer, personne ne va se rendre compte en fait. Les habitués, les promeneurs, les locaux peut-être. Là, on va au rez-de-chaussée. Là, tu vois, c'était le balcon de l'étage qui s'est effondré sur le porche. Ah oui, donc il y a vraiment un risque d'effondrement. On rigole pas. Après, est-ce que c'est des gens qui sont venus casser pour s'amuser? Je sais pas. Et il faut le faire pour casser tout ça. Oui. Ah oui, mais t'en as, ils sont déterminés. T'en as, ils viennent foutre le feu dans des lieux. Donc. Et donc là, tu peux t'imaginer que, voilà, on te souhaitait la bienvenue. Tu montais les marches avec les bacs à fleurs sur les côtés aux différents paliers. Et la terrasse avec les bacs à fleurs aussi dessus. Et tu avais les poteaux qui soutenaient la terrasse. Ça devait être joli. Oh, attends, mais je rêve. Qu'est-ce qu'il y a là-bas? Ah, ils ont sorti les meubles. C'était à l'intérieur avant. Là, ils ont pris l'eau du coup. Mais qui les a sortis? Des gens qui sont venus. Ah, et tu peux pas les porter toi avec ta côte? Les porter où? À l'intérieur. Tu sais, je t'avais dit, il y a un setup pour ton podcast. Donc là, il y a vraiment des gens qui sont venus là ce week-end. Parce que toi, tu avais vu ces meubles. Et ils ont brûlé un coussin. Il y a pas longtemps. Ils ont brûlé un coussin. Voilà, la bêtise humaine. Avec ça? Ça là, ça. Ils ont brûlé avec le truc rouge, un coussin? Ça, c'est un extincteur. Non, mais là, il y a un coussin. Mais tu as toujours... Ouais, l'extincteur était déjà là? J'en sais rien. J'en sais rien. Ok. En tout cas, ça, il y a quelques semaines, c'était à l'intérieur. Des gens qui sont peut-être venus faire un tournage ou quelque chose, ou des photos. Ils avaient laissé un mot avec écrit on vous laisse, prenez-en soin. Et le salon était en parfait état, tu vois. Il n'y avait pas le graffiti, il n'y avait pas le coussin en moins qui a été brûlé. Il y avait tout.
Donc, tu es venu la semaine dernière et Ouais, en fait, tu vois, salon était à l'intérieur. Je passais courir et du coup, je passais faire un tour, voir comment c'était pour ton podcast justement. Et oui, le salon, alors il avait bougé, mais il était à l'intérieur et il manquait pas de coussins. Et en une semaine, bah voilà comment ça a bougé. Donc tu as de la chance de le voir encore. Incroyable. Bon, j'ai quand même de la chance, on a quand même de la chance de le voir, mais il y a vraiment des gens qui se sont fait chier à ramener des meubles jusqu'ici, mais je sais même pas comment en fait. En les portant. Ah, mais t'en as, ils sont déterminés pour leur tournage, hein. C'est vraiment atypique. Hein. Ouais. Peut-être un de tes confrères d'ailleurs. Mes confrères de podcast, si vous écoutez, si vous regardez, manifestez-vous dans les commentaires. Manifestez-vous dans les commentaires. Et tu vois, le seul endroit où je suis jamais allé parce que j'ai escaladé, je suis monté même sur le toit, à ne pas faire, hein, c'est dangereux, c'est très dangereux, c'est ici. Cette pièce, tu vois, le seul moyen d'y accéder, c'est en rampant ici. Et en fait, c'est une mine à déchets, quoi. Donc, surtout pas y aller là-dedans. Donc là, tu peux voir qu'il y avait un toit. Ah oui. Donc là aussi, il y avait un toit. Ah oui. Voilà, là, c'était couvert. Il y a une prise électrique ici. Qu'est-ce qu'elle fait là? C'est quoi ça? On dirait un ancien abat-jour halogène. Tu vois, là, il y a la barre. Ah oui. Ah oui. Putain. Ils ont tout dégueulassé du coup là, c'est tout cassé, n'importe quoi. Puis ça va rester dans la forêt du coup, tu vois. C'est une forêt ici. Mais c'est des déchets quoi. Ça bah pollue. Oui, ça pollue. C'est de la pollution maintenant, c'est devenu la pollution. Non mais tu m'avais dit pourtant du coup c'est pas des vrais urbexeurs parce que tu m'as dit que les urbexeurs ils prennent soin du lieu, ils gardent pas comme ça, ils polluent pas quoi. Ah, les vrais urbexeurs quoi. Bah les urbexeurs ils les auraient pas sortis de la maison. Ils les auraient même pas sortis de la maison. Non mais il y a un feu. C'est des gens qui sont venus faire une soirée, tu vois. Il y a une canette, ils sont venus faire une soirée quoi. Bon, bref. Allez, on rentre dedans? Allons-y. Alors, on est où là? On est dans une pièce du rez-de-chaussée. D'accord. On sait pas trop ce que c'était ces pièces par contre. C'est à la base. Non. Après, il y avait quand même 3 étages, je crois. Donc, généralement, les chambres, tu mettrais à l'étage plutôt. Ah, là, c'est beau là. Là, c'est le salon, je pense. Là, c'est le salon, ouais. Ah, du coup, là, c'est ce qui donnait à la cave? Ah, peut-être. Donc là, on dirait le salon. Du coup, il faut pas qu'on se rapproche, peut-être qu'il y a d'effondrement. Ça pourrait, mais bon, vu la taille du béton. Ouais. Puis, tu vois, c'est plutôt propre, hein. Les gens viennent ici. Et comme tu peux voir, ça a pas mal brûlé aussi. Il y en a qui font des feux à l'intérieur. Mais tu vois, ça, c'est un direction urbex. Là, je suis devant toi, je regarde l'écran. J'aurais pu très bien tomber dans le trou. Bah, fais attention, tombe pas dans le trou. Pareil, là, du coup, tu vois, il y a un tapis et du faux gazon. Tu sais pas s'il y a un trou en dessous. On a été dans la cave, donc je te dis que non. Mais voilà, ça, c'est pareil. Tu dois faire attention, en fait. Bien sûr, bien sûr. Ouais, parce que moi, tu m'aurais pas dit ça, j'aurais pas fait gaffe. Hein. Là, tu vois, il y avait une cheminée, donc t'as plus un salon ici. Ouais. Ah oui. Et puis, la vue sur la rivière juste en face. Et là, tu vois, c'était l'escalier pour monter aux étages. Il y a encore des pièces en bois. Ici, là. Ici et là, du coup. Sur tous les étages du salon, je suppose. Je sais pas si le salon était ouvert comme ça à la base. Et là, t'es au-dessus de l'escalier qui mène à la cave, qui est complètement plein de déchets. Ouais. Du coup, peut-être une cuisine ici. Ah oui, et là, c'est le balcon qui s'est écroulé. C'est ça, ouais, balcon, terrasse. Pareil, là, tu vois, il y en a, ils s'amusent à faire leur propre calligraphie avec différentes inspirations. Tu vois, les graffitis là-haut, ils ont jamais été recouverts. Et ces graffitis ont peut-être 10, 20, 30 ans, on sait pas. Soit ils sont arrivés quand l'escalier est encore là, soit les gens se sont donnés en escaladant par les fenêtres grâce aux barreaux. Du coup, c'est 2 étages et un grenier. Dis-toi qu'à la base, le sol, c'est plat, tu vois. Tout ça, là, c'est des montagnes de déchets. Déchets, poussière, les murs qui s'effritent. Parce que ça a été construit entre 1923 et 1932. Ici. Non mais c'est clair, je sais pas ce qui m'a pris ces amarnés ici. Regardez ce qu'on vient d'escalader là. Il faut dire le handicap que tu as avec toi. Avec l'handicap que j'ai avec moi, qui est côte cassée, cheville en torse et poignet en torse. Mais bon, ça vaut le coup, regardez tellement c'est beau. Oh là là. Un urbex habilité, même personne en situation de handicap. C'est l'orage? Ouais, ça doit être l'orage. T'as une bonne ambiance justement, tu vois. Putain. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu d'orage en Ile-de-France. Oui, mais c'est pas le moment. Et pas tomber ici, hein. Faut pas tomber. Ouais. Fais gaffe, il y a d'autres trous ici. Là, je te le dis. Ah oui, regardez. Et celui-là, tu passes dedans. Oh, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fout ici? Attends, je te sorte la lampe. Qu'est-ce qu'on fout ici? Regarde, il reste les stores. Ah ouais, il y a les stores. C'est quasiment les seuls vestiges. Et attends, c'est dans l'autre pièce. Donc fais attention aux trous. Bah, je vais marcher derrière toi là. Les trous, ils ont dû les faire exprès pour peut-être. Et tu vois, là c'est le sol. Là c'est les déchets. Tu vois, c'est le plafond qui s'effrite. C'est ça, il prend des risques. Hein. Il pleut. Attention aux trous. Voilà. Alors là, je sais pas si c'était coffre-fort ou armoire électrique. Mais non, je pense que c'est coffre-fort parce que c'est très épais, tu vois, en béton. Ouais. Ça y est, il pleut.
On est bloqué ici jusqu'à la fin de la verse. Et regarde, là, il y a d'autres gens qui... Alors, je sais pas s'ils ont voulu faire un shooting ou un tournage, je sais pas. Ils ont fait un petit décor. Et ça, c'était une cheminée, là, derrière toi, là? Oui. Elle est belle d'ailleurs. Et tu vois, là, il y en a, pareil, ils ont fait de la calligraphie. Inspiration égyptienne. Alors, je sais pas si c'est des vrais symboles ou des faux. Ah ouais, c'est des hiéroglyphes. Pour monter au 2e étage, c'est ici. En fait, ils ont fait des prises dans le conduit de cheminée. Ça, tu le fais? Comment? Tu le fais? Non, merci. Parce non. que le plus compliqué, c'est de redescendre. Non. Vas-y si tu veux, mais moi, je vais passer moi. Hop. Là, il y a un trou, je pense. Regarde cette ambiance. Les plantes, le puits de lumière et la pluie. Plus le bruit de l'orage. Au premier. Ouais. Ah oui, parce que là, c'était le rez-de-chaussée en bas et on avait fait la cave. C'est ça. Et là, on voit le salon. Tout. Bon, bah, César, on est bloqué à cause de l'orage. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va continuer la visite. Ok, il n'y a pas une télé ou un truc Netflix ou un truc dans le genre? Non, fallait prendre l'option BNB, mais je l'ai pas prise. Attention au trou. Bon, bah, je prends des risques pour vous, hein, pour l'audience du podcast. Hein. Retenez bien. Bon, bah, je me suis dit un petit selfie au premier étage quand même, avec César qui est là, le puits de lumière qui est là. En fait, c'est pas un puits de lumière fait exprès, hein, c'est juste que Les escaliers qui ne sont plus là. les escaliers qui sont plus là, Le toit non plus. le toit non plus, et bah, le reste du premier étage derrière moi, avec tous les graffitis qui vont bien. Là, c'est la seule moulure entière qui reste sur les fenêtres. Ah ouais, Tu vois, là, il reste un morceau. Là-haut, il reste des moulures à moitié. C'est la seule qui est encore entière. Du coup, ça a été construit entre 1923 et 1932, un truc comme ça? C'est ça, Ok. exactement. Ça a pris du temps. Hein. Bah, après, c'est grand. Hein. Et oui. Et donc, nous sommes dans une propriété de 17 hectares. Mais on s'en rend pas compte du coup parce que tous les arbres ont repoussé. Et c'était le président d'un journal, le directeur d'un journal de l'époque qui habitait ici, qui s'était fait construire. Il était aujourd'hui, il serait célèbre de manière négative, car son journal était à connotation de l'occupation de l'époque. Pour ne pas la citer. Oui. Et du coup, à sa mort, les occupants de l'époque, donc on parle de la Seconde Guerre mondiale, se sont installés dans cette maison pour en faire une maison close pour les officiers. Oh là là, il se faisait pas chier. Oui, les officiers arrivaient par la rivière en bateau et ils venaient ici pour s'adonner à des occupations pour adultes. Pour être gentil. Et du coup, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour cet endroit? Je sais pas, un truc de réhabilitation, j'en sais rien. Alors, il y avait eu des idées comme un lieu culturel, mais aux dernières nouvelles, il est impossible de faire quoi que ce soit car le terrain a été classé comme inondable. Ah bah, comme il pleut comme pas possible, on va peut-être Expérimenter. expérimenter l'inondation, je vous le dis. Hein. Voilà. Et du coup, ça appartient aujourd'hui à un privé. Ok. Et ah tiens, Patrick, regarde, il reste un carrelage. Ah oui, on a un carrelage. Et on a une bouteille de cristalline. Tiens, là, il y en a encore. Qui date aussi de la Deuxième Guerre mondiale. Mais là aussi, t'en avais. C'était du carrelage ici, donc peut-être une salle de bain. Et regarde, on voit même le seau. Et donc, ce carrelage a bientôt 100 ans. Faut dire que sans intervention humaine, la maison sera en meilleur état. Le toit a disparu assez rapidement après la fin de la guerre. Un incendie probablement. Et donc là, on est dans la propriété de Jean Sapère, qui était le directeur du journal Le Matin. Il s'était fait construire cette villa pour lui, du coup, dans une propriété de 17 hectares. Maintenant, les arbres ont complètement repris leurs droits, mais avant, il faut s'imaginer que c'était un jardin aménagé, que les arbres sont toujours là, mais entourés par leurs semblables. Son journal serait aujourd'hui impopulaire, car il était à connotation pour les nazis, à prendre parti pour eux. Et à sa mort, donc avant la fin de la guerre, les nazis sont arrivés vers, je crois qu'il est mort en 1939 ou 40. Les nazis sont arrivés, ont pris possession de sa villa et l'ont transformée en maison close pour les officiers. Ils venaient en bateau depuis la Seine et les officiers se donnaient aussi ici à des parties de plaisir. Et tu peux t'imaginer que peut-être ces filles étaient récupérées sur le quai de la gare et qui faisaient leur choix. Enfin, c'était une sombre époque. Ah bah, clairement. Bon bah voilà, on foule ces escaliers une dernière fois, n'est-ce pas? Oui, en partant. Hein, c'est les escaliers de l'entrée de cette magnifique demeure abandonnée. Qui avait du cachet, fut un temps. Maintenant, c'est... Maintenant, bah écoute, ça a toujours du cachet, je trouve. Oui, mais bon. Oui. Bon, c'est la fin de cette immersion en temps réel
de l'Urbex. Enfin, j'ai fait un Urbex pour vous, parce que c'est mon premier Urbex chez vous. Merci César pour cette expérience magnifique, pour avoir tout prévu et tout expliqué. Et alors du coup, après l'Urbex, oui. Douche, vêtements au sale, oui. puis shampoing, savon, voilà, parce qu'en fait, tu sais jamais à quel polluant tu vas être exposé. Voilà, encore. Et surtout sous tes chaussures, tu rentres chez toi, tu les enlèves avant de rentrer. Tu vois. Oui. Jusqu'au bout des informations, César. Ça rigole pas. La sécurité avant tout, ça reste dangereux et illégal. Exactement. Bon, j'espère que vous avez bien aimé. Si vous avez bien aimé, n'hésitez pas à liker l'épisode sur les plateformes de streaming et à écouter les épisodes, celui-là ou les autres, sur Ngami, Amazon Music, Apple Podcast, Deezer, Spotify ou YouTube. Alors, ceci marque la fin de l'épisode Accès non autorisé. Suivez-nous sur les réseaux sociaux, @PatTanksMedia. Merci et à l'épisode prochain. All I want.